Donc, Jocelyne Deschaux est conservateur général des bibliothèques. Elle est actuellement directrice de Mediadoc, le centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de l'Occitanie. Auparavant, elle a été pendant 10 ans directrice des médiathèques du Grand Albigeois et avant encore responsable des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de Toulouse. Elle a piloté le dossier d'inscription de la Mappamundi d'Albi au registre Mémoire du monde de l'UNESCO en 2015. Elle a rédigé les PSBC des bibliothèques d'Albi et de Toulouse et elle a été présidente du Bouclier Bleu France de 2015 à 2022. Aujourd'hui, elle est responsable du pôle formation BBF et fait partie de l'équipe mémoire des sinistres et des responsables opérationnels du BBF. Donc, elle est encore vraiment très présente au sein de l'association. Elle va nous parler ce matin de quelque chose de très important et de pas forcément facile quand on s'attaque à la rédaction, à l'élaboration d'un PSBC. C'est de la sensibilisation des tutelles et l'adhésion des personnels. Donc, Jocelyne, tu as la parole. Merci pour le petit rappel visuel de notre exposition. Et c'est à toi. Mesdames de l'organisation de cette journée, merci à Pigarmed et à l'Université de Montpellier de m'accueillir et de m'avoir sollicité pour les deux sujets que j'aurai à vous présenter aujourd'hui. Donc, vous le savez, si vous êtes au turbin, je dirais, la rédaction d'un PSBC est une chose longue, difficile, semée d'embûches. Donc, c'est, vous le savez, une chose longue, difficile et semée d'embûches. Une fois que le PSBC est rédigé, il s'agit évidemment que celui-ci soit vraiment opérationnel, mais qu'il ait toutes les chances de survie, je dirais, à long terme. D'une part, par l'approbation et la validation officielle de la tutelle, et d'autre part, par le fait que l'ensemble des équipes de l'établissement s'en emparent véritablement, le fassent vivre, le fassent durer, et soit effectivement opérationnel véritablement. Un PSBC vivant, mis à jour régulièrement, où tous les personnels de l'établissement se sentent véritablement concernés. C'est une sorte de projet d'établissement à soi tout seul. Il doit faire partie du projet d'établissement, d'ailleurs, que ce soit un projet scientifique, culturel, éducatif ou social, ou un projet d'établissement dans les musées, par exemple. Et je crois que c'est vraiment ces deux parties-là, la sensibilisation de la tutelle et l'adhésion des personnels, deux clés de réussite de la partie opérationnalité des PSBC. Donc, je commencerai par la question de la sensibilisation de la tutelle, la validation de la tutelle, et ensuite j'aborderai la question de l'adhésion des équipes. Au niveau de la sensibilisation des tutelles, c'est évident que les tutelles, que ça soit des collectivités territoriales comme les mairies, les intercommunalités ou les agglomérations, sont, j'allais dire, a priori plus faciles à toucher. La notion de risque majeur leur est familière. On le sait, les citoyens ont un droit d'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde que les communes ont dû mettre en place et donc qui les concernent directement. Ce droit s'applique aux risques technologiques, aux risques naturels prévisibles. C'est l'article 1 125.2 du Code de l'environnement. Le maire est détenteur des pouvoirs de police. Il a la charge d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Les services de l'État doivent aider les maires à élaborer leur document d'information communal sur les risques majeurs, le DICRIM, qui est donc la version grand public du PCS, du plan communal de sauvegarde. Et la mairie donc la mairie doit avoir rédigé, là aussi c'est une obligation, ce plan communal de sauvegarde et donc avoir analysé l'ensemble
des risques prévisibles à prendre en compte. J'ai pris évidemment celle de PCS de Montpellier pour faire local. Par ailleurs, il est recommandé dans les préconisations de rédaction d'un PSBC d'essayer de faire inclure le PSBC dans la structure large du PSC, c'est-à-dire du plan communal de sauvegarde. À minima, il est recommandé de prévenir et de travailler de concert avec les rédacteurs du plan communal de sauvegarde, de les prévenir qu'un PSBC est en cours d'élaboration pour tel ou tel établissement, de façon à ce que tous ceux qui travaillent à peu près sur le même sujet soient alertés, soient concernés, se sentent concernés, et surtout que les établissements soient intégrés dans la chaîne d'alerte générale quand une inondation par crue par débordement de cours d'eau, par exemple, va arriver, que l'établissement puisse être intégré dans la chaîne d'alerte auparavant, c'est-à-dire avec ne serait-ce que 3 heures de préavis. Et ces 3 heures de préavis peuvent évidemment aider à mettre en œuvre un plan d'évacuation, par exemple. Par rapport justement à la question de la sensibilisation des maires, le Bouclier Bleu France a participé à la rédaction il y a quelques années d'un mémento du maire et des élus locaux sous la houlette de l'IRMA, qui est l'Institut des risques majeurs, pour la partie bien culturelle. Et donc, ce mémento du maire est accessible à la mignonne adresse que vous avez sous les yeux, que vous pouvez trouver plus facilement, et qui donne justement toute une série de rappels sur le rôle du maire et des élus locaux en particulier dans ce domaine. Je vais les rappeler dans les principales lignes. Le maire, donc, doit être conscient qu'en cas de catastrophe naturelle ou de sinistre, le patrimoine culturel peut être impacté, et ce, très gravement, voire irrémédiablement. Il doit vérifier à la survenue d'un sinistre ou d'une catastrophe si le patrimoine culturel a été impacté. Il doit être conscient que ce patrimoine culturel fait partie des priorités, au même titre, évidemment, après les vies humaines, on est bien d'accord là-dessus, mais au même titre que les biens économiques, par exemple, et non pas après. Il doit exiger que pour les patrimoines qui relèvent de sa responsabilité soient conçus, mis en place, testés et mis régulièrement à jour les PSBC, justement. Il doit approuver et faire approuver ce PSBC en conseil conseil municipal ou communautaire dans le cas d'une intercommunalité, évidemment. Nous préconisons également qu'il approuve et qu'il fasse voter en conseil municipal la liste des biens prioritaires, de façon à ce que, évidemment, le choix de la sélection des documents ou des œuvres prioritaires dans le PSBC relève uniquement de la responsabilité des professionnels de l'établissement. Le responsable des archives, de la bibliothèque, du musée, etc. Par contre, dans la mesure où c'est intégré à l'intérieur d'un bâtiment municipal, il nous semble au Bouclier Bleu qu'il est important que le conseil municipal vote cette sélection de façon à ce que la responsabilité du choix ne repose pas uniquement sur les épaules du professionnel, mais ait également été approuvée donc par les autorités, par les tutelles. Il faut également qu'il alloue les crédits nécessaires pour la mise en œuvre du PSBC, et notamment des achats de fournitures. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très facile, parce qu'on va dire au service administratif qu'on va acheter des fournitures en espérant très fort qu'elles ne servent absolument jamais. Mais voilà, il faut quand même pouvoir en avoir l'usage.
Donc, il doit faire intégrer également le patrimoine culturel dans le plan communal de sauvegarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Inciter donc les professionnels des patrimoines communaux à travailler ensemble vers la mutualisation des locaux, la mutualisation des matériels, la mutualisation des personnels, j'en parlerai tout à l'heure, avec éventuellement des conventionnements entre collectivités de mise à disposition de ces personnels. Et pourquoi pas mettre en œuvre la réserve communale qui existe au sein de la plupart des communes, en tout cas de beaucoup de communes, pour justement pouvoir agir également vis-à-vis du patrimoine culturel impacté. Enfin, c'est pas le moindre des aspects. On rappelle que le maire est directeur des opérations de secours. C'est ce qu'on appelle un DOS. Les pompiers ne me contrediront pas, j'espère. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, par exemple, sur lequel les pompiers interviennent, c'est le maire qui est directeur des opérations de secours. Si le sinistre reste circonscrit au sein de sa commune, ou si justement le sinistre devient d'ampleur trop importante, ce sera le préfet qui prendra la direction des opérations de secours. Mais le reste du temps, c'est le maire qui est le DOS. Qu'est-ce que ça veut dire que le maire est DOS? Donc, c'est l'organisation de la chaîne de direction opérationnelle des secours. Ça veut dire qu'il doit, en lien évidemment très rapproché avec le commandant des opérations de secours, qui lui est un officier sapeur-pompier, il doit décider des choix stratégiques, diriger et coordonner les actions de tous les intervenants, définir les priorités et valider les opérations, les actions proposées par le commandant des opérations de secours, piloter la communication à l'attention de la population, informer le niveau administratif supérieur, anticiper les conséquences de l'événement et mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire de compétences. Tous ces points-là, si vous voulez, peuvent nous servir de feuille de route pour mobiliser, sensibiliser la tutelle, puisque, encore une fois, c'est le maire qui sera en partie aux manettes en cas de sinistre et d'intervention des pompiers. Je pense qu'il est aussi, même s'il n'y a aucune obligation légale, important de faire valider le contenu du PSBC par la tutelle, puisque on l'a vu, le maire sera directeur des opérations de secours en cas d'intervention des pompiers. Il doit donc être au courant de l'ensemble du contenu des PSBC qui sera mis en œuvre au moment de l'intervention des pompiers. Donc, c'est pas plus mal qu'il soit effectivement au minimum au courant et au mieux partie prenante et d'avoir pu le faire au moment d'avoir pu le faire valider au moment de la rédaction du PSBC. Alors, je le disais tout à l'heure, au niveau de la sélection, ça reste des documents à évacuer ou des œuvres à évacuer en priorité, ça reste du ressort, bien sûr, des professionnels des établissements, mais il faut, je pense, pouvoir le faire, encore une fois, valider par la tutelle. Comment également sensibiliser, nous, dans nos établissements, le maire à tout ça, ou la tutelle en général à tout ça. Nous avons un certain nombre d'outils que vous connaissez probablement très bien. En tout cas, ils sont utilisés pour l'analyse des risques au niveau du PSBC. Donc, c'est pour l'essentiel le site Géorisque, géorisque.gouv.fr. Qui permet d'avoir déjà une pré-analyse des risques qui concernent la commune en question. Et ensuite, il s'agira pour nous, professionnels des établissements, d'affiner cette analyse de risque par rapport à la localisation propre de notre bâtiment, etc. Donc voilà ce que ça donne pour Montpellier, par exemple, les différents risques qui sont listés sur Montpellier dans Géorisque. Voilà. On a beaucoup de chance en France parce que Géorisque existe.
pour avoir fait des interventions à l'étranger, sur la rédaction des PSBC. Je dis, c'est pas simple quand ça n'existe pas, donc on est quand même assez chanceux d'avoir l'ensemble de ces risques qui sont listés et analysés. Autre outil qui nous est en France métropolitaine extrêmement précieux, c'est Vigicru, qui vous permet en temps réel, puisque je crois que c'est réactualisé plusieurs fois par jour, d'avoir l'état d'alerte des différents cours d'eau. La capture d'écran que j'ai faite de la France date du 15 novembre, si je me souviens bien. C'était l'époque des grosses inondations à la fois dans le Pas-de-Calais et vous le voyez aussi au niveau ici de l'arc alpin, mais aussi en face, si je puis dire, au niveau des Charentes. Et ça aussi pour nous autres professionnels, mais donc aussi pour sensibiliser nos tutelles, c'est toujours l'idée derrière, c'est de pouvoir savoir un tout petit peu de temps à l'avance si on doit mettre en œuvre le PSBC qu'on a conçu, si on voit que le niveau du cours d'eau qui passe pas très loin de notre établissement passe de vert à jaune, de jaune à orange, voire de orange à rouge. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui, je dirais, est tout à fait visible et anticipable grâce à cet outil et sur lequel on peut là aussi sensibiliser les élus. Autre chose qui nous paraît intéressant pour mobiliser les élus, c'est deux bilans que le Bouclier Bleu France a rédigé sur justement le mémoire de sinistre. On vous en reparlera ultérieurement. Donc le bilan 2019-2020 du patrimoine culturel sinistré en France et le bilan qui est sorti en septembre dernier pour le bilan 2021-2022. C'est un bilan donc qui est, on le sait très bien, absolument pas exhaustif. Nous en sommes tout à fait conscients, mais comme on le disait tout à l'heure, pour qu'il puisse être exhaustif, on attend de vous aussi de nous aider dans le signalement des sinistres survenus sur du patrimoine culturel. Mais même s'il n'est pas exhaustif, on le reverra ça plus tard. Il nous semble être tout à fait de nature à pouvoir sensibiliser la tutelle parce que ce sont des données concrètes et qui montrent que bien sûr le patrimoine culturel a été impacté dans toutes les régions de France par tout type de sinistres, etc. Donc ça peut montrer que ça n'arrive pas que chez le voisin. Et puis, je le disais tout à l'heure, la réserve communale de sécurité civile peut être aussi un outil de réponse à l'urgence. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est organisé au niveau de chaque commune. Les 5 points de cette réserve, vous les avez sous les yeux, c'est que le citoyen est acteur de la sécurité civile lui-même, la solidarité en situation de crise, la solidarité organisée, les compétences de réservistes au service de tous et maintenir l'élan solidaire. Donc, il y a tout à fait possibilité de travailler sur cette question de réserve communale au service du patrimoine, mais évidemment pas le faire comme ça là tout de suite, parce que là aussi, il est nécessaire de passer par un minimum de formation, etc. Mais ça peut être un outil dont on peut s'emparer, nous, dans les établissements, pour avoir un peu plus d'aide éventuellement le jour J. En parallèle donc de la sensibilisation des tutelles, je parlerai rapidement de l'adhésion des personnels. Pour l'aspect humain, à mon avis, est vraiment essentiel dans l'aspect opérationnalité du PSBC. On doit, d'une part, nous autres rédacteurs de plans de sauvegarde, insister sur la question des consignes à donner à l'ensemble de nos équipes pour être sûr qu'il n'y aura pas de malentendu, qu'ils sachent exactement quoi faire, même en situation de stress, pour agir dans la bonne situation. Donc voilà un exemple de consigne, en voilà un autre, et un troisième pour les questions d'inondation. Par exemple, les 6 paramètres de l'évaluation de la gravité d'une formation, etc. Pour arriver à ça, en dehors des consignes qu'il est donc de notre responsabilité de rédiger, je pense qu'il est important de également informer l'ensemble des collègues de l'établissement, même les non patrimoniaux ou même les a priori non concernés par le PSBC,
de l'élaboration, du démarrage de la rédaction du PSBC, de l'élaboration et ensuite du fait qu'il soit en cours de finition, de façon à ce qu'il voit la progression de la chose, que ça soit intégré, on disait tout à l'heure, au sein d'un projet d'établissement. Et donc, c'est aussi en les informant de la progression du PSBC qu'ils pourront se sentir davantage impliqués sur les différentes parties. Donc, ça peut passer par des réunions plénières, par exemple, où on va les solliciter, les informer. Ça peut passer, pourquoi pas, pour une partie d'entre eux, sur la participation à la sélection des œuvres prioritaires et par la réalisation de groupes de travail, thématique par thématique. Ça, après, bien sûr, chacun s'organise dans l'établissement. Bien évidemment, ça passera aussi par une question de formation. Et quand je dis formation, je prends pas seulement ma casquette nouvelle de directrice de Mediadoc, encore que voilà, ça puisse aussi passer par là. Je ne prends pas non plus seulement mon autre casquette de responsable formation au sein du Bouclier Bleu, mais bien sûr, on peut aussi passer par des stages sur mesure dans les établissements. Mais je pense aussi aux formations en interne, des petits exercices, des mini-exercices d'une demi-heure tous les mois ou tous les trimestres. C'est ça aussi la formation et ça peut permettre justement d'avancer sur la question de la réaction et de savoir comment réagir. Les fiches notamment de la BNF, pour ceux d'entre nous qui sommes concernés par les documents de patrimoine écrit, sont d'un grand secours à la fois pour savoir quoi faire, mais justement pour préparer ces mini-formations en interne. Ça peut être extrêmement pratique. Voilà à quoi ça ressemble, mais j'imagine que vous les connaissez tous très bien. C'est tellement détaillé qu'on peut, par exemple, faire une mini-formation sur rien qu'une seule fiche de la BNF. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et également sur la question de l'évacuation, les tunnels ventilés de séchage. Enfin, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire des choses aussi assez conviviales au sein d'une équipe. C'est plutôt assez marrant, je dois le dire, et cet aspect-là n'est pas le moindre pour justement faire adhérer les équipes. Également, quelque chose qui sera important pour faire adhérer les équipes, c'est se soucier d'eux, c'est-à-dire de prévoir aussi en amont l'équipement individuel l'équipement de protection individuelle, de façon à ce qu'ils se sentent sécurisés eux-mêmes dans leur être au moment de l'intervention. Donc voilà, ce sera des casques, enfin tout ce que vous avez un peu sous les yeux. Et je pense que c'est pas anodin. C'est important évidemment de les prévoir. Notre stage d'Europe la semaine dernière avec la protection civile nous a appris également à faire attention à l'aspect popote. C'est-à-dire le deuxième niveau besoin physiologique, c'est de pouvoir manger, etc. Et qu'en situation d'intervention d'urgence, ça peut être sympa aussi de s'arrêter un quart d'heure et de manger un petit truc sucré, etc. Donc voilà, c'est aussi de notre responsabilité de prévoir ce genre de choses, même si ça a l'air d'être un peu du à côté. Je pense que c'est du à côté important. Bien sûr, la liste de volontaires et la pyramide téléphonique et la formation de ces volontaires-là sera importante. Et avec l'organisation à mettre en place, on est toujours dans le domaine un peu de la consigne. Et je terminerai par l'aspect du stress. Il se trouve que nous autres, dans le patrimoine culturel, on se sent très majoritairement extrêmement impliqués par rapport aux collections dont on a la charge. Et du coup, s'il leur arrive quelque chose, on va forcément être impliqué personnellement et on va forcément être en situation de stress. Vous le savez, il y a 3 grandes réactions. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie à la petite semaine, mais il y a 3 grandes réactions au stress. Celui qui doit tout de suite partir et faire quelque chose, celui qui, au contraire, ne peut rien faire, il est paralysé, et celui qui va se mettre en retrait. Et on ne peut rien y faire. On est comme ça et on réagit au stress en fonction de plein de choses, mais on peut pas forcément anticiper sur la façon dont telle personne va réagir au stress. Ce qui, je pense, peut être fait, c'est en fonction des forces en présence et des réactions au stress des différentes personnes qui sont présentes,
attribuer les bons rôles aux personnes qui réagissent d'une manière ou d'une autre au stress. Il y a du boulot pour tout le monde et on aura besoin de tout le monde. Simplement, il va s'agir de véritablement faire une répartition des rôles en fonction des personnalités de chacun en période de stress, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément la même réaction qu'en période ordinaire. Et donc voilà, c'est encore une fois, il me semble que c'est de notre ressort en tant qu'organisation de la réponse à l'urgence au sein de nos établissements, d'anticiper ça. Et ça, pour l'anticiper, encore une fois, il n'y a rien de tel que l'exercice. Même si c'est un exercice, on stresse quand même. Et du coup, on peut anticiper un tout petit peu ce genre de choses. Donc voilà rapidement quelle peut être cette répartition des rôles et du coup attribuer les bons rôles aux différentes réactions. Et puis je terminerai en disant que il faut pas oublier le droit à l'erreur. On est sur des situations qu'on maîtrise pas ou qu'on essaye de maîtriser au mieux, mais dans lesquelles personne n'est véritablement à l'aise, sauf peut-être les pompiers. Et encore, ils doivent bien aussi stresser de temps en temps, je pense. Et donc, je pense qu'il faut revendiquer aussi le droit à l'erreur et donc le fait d'apprendre de nos erreurs. Et du coup, je termine. Et du coup, il faut vraiment faire des exercices pour que les erreurs qu'on va produire probablement puissent être converties en leçons apprises pour le jour J. Si on fait pas d'exercice, ben l'erreur, on va la produire probablement le jour du vrai sinistre. Donc là encore, ça plaide dans l'idée de faire des exercices. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition, bien sûr, pour des questions s'il y en a. Un très très grand merci Jocelyne pour cette communication vraiment vraiment passionnante. À la fois sur donc la sensibilisation des tutelles et celle des personnels qui sont toutes les deux essentielles pour la réussite de la mise en œuvre d'une bonne réaction au moment du sinistre. Du coup, on va peut-être pas trop poser de questions maintenant.